Alors, je suis historien et j'ai des questions. En fait, c'est une question ouverte, mais plutôt pour madame. Et par rapport au traitement des sources, en fait, pour moi, comme historien et comme spécialiste du XVIe siècle et du XIXe siècle, c'est intéressant de voir comment les scientifiques des sciences du vivant traitent les infos historiques. Alors pour moi, la première question c'est comment vous traitez les sources historiques, parce que par exemple pour moi, toujours si vous prenez un exemple d'un cadre avec une peinture avec la neige, pour moi ça veut dire beaucoup de choses, mais aussi ça veut dire des autres. Donc la première question c'est, au XVIe siècle, on sait par exemple que les scientifiques et même les voyageurs, les conquérants, exagéraient beaucoup de fois les récits pour après demander au roi plus d'argent. Voilà. Ça, seulement les historiens connaissent ça, ou savent un peu les mécanismes, les dispositifs de pouvoir. Alors, comment vous traitez cette information? Parce que des fois, vous prenez directement la source, etc. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, en fait, c'est par rapport à les événements historiques. Et on sait qu'à partir de la découverte du détroit de Magellan en 1522, c'est la première fois que la Terre devient habitable. C'est-à-dire, c'est la première fois que toute la connexion globale, la mondialisation commence. Avant ça, il n'y avait pas... En fait, on pensait que c'était inhabitable, cette partie du monde. Un tiers du monde, on pensait que c'était inhabitable. Et je demande, en fait, par rapport à ça, parce que je vois qu'on traite l'Holocène avec, par exemple, avec les mêmes... il y a un même rapport entre, je sais pas, 2 siècles avant, qui est à partir du XVIe siècle, quand c'est la première fois que vraiment commence la connexion du monde. Et avant ça, c'était pas possible de comparer. Pour moi, on ne peut pas comparer les données parce qu'il n'y avait pas, vous voyez, la même connexion entre les continents. Donc, moi, en tant qu'historien, je me demande ça, comment vous traitez cette information et ces événements qui changent tout. Alors, je vais répondre à la première question. En fait, ce dont vous faites référence, ce qu'on appelle dans notre discipline, enfin, après on peut l'appeler, ça peut être d'autres noms dans d'autres disciplines, ça s'appelle de la surattribution, où on va aller prendre une information isolée, puis on va lui donner une importance exagérée, et on va tout expliquer avec, comme on dit, voilà, quand quelqu'un a un marteau, il voit des clous partout. Donc on peut effectivement tomber dans ce travers, où on va prendre qu'une source d'information, et puis on va pas étudier ses limites, ses incertitudes, et la confronter à d'autres données contradictoires. Donc ça, c'est l'approche méthodologique qui a été construite, qui est de toute façon appliquée de manière générale dans nos disciplines, mais dans tout ce qui est dans la discipline d'histoire du climat, ça s'est construit petit à petit, avec d'abord le roi Ladurie, mais aujourd'hui il y a toute une nouvelle génération d'historiens du climat qui ont écrit carrément des articles dans des revues de rang A avec tout un corpus méthodologique. Il faut éviter de tomber dans des travers où on va aller prendre des données historiques localisées ou biaisées pour les exploiter dans des études climatologiques. Donc ça fait intervenir d'une part la confrontation des données historiques avec d'autres données possiblement quantitatives. Donc ça peut être des données thermométriques, parce qu'il y a des données thermométriques dans certains monastères. Parfois, je pense que ça peut remonter jusqu'au XIIIe siècle, dans les données thermométriques. Confronter les données issues d'œuvres picturales, par exemple, avec des sources historiques. Les sources historiques, c'est quand même pas rien, quoi. Enfin, plus on remonte dans le passé, moins on en aura. Si on se met au premier millénaire, ou même avant, 4000 ans, on a carrément que des artefacts archéologiques. Là, ça c'est encore plus difficile, parce
parce que là, on ne peut pas les confronter à des sources historiques. Donc là, on fait appel à la confrontation de ces données historiques avec les données de mesure possibles, parce qu'il y a des données, il y a des relevés météo dans certains monastères ou dans certaines régions, et données quantitatives issues d'archives naturelles, en prenant soin de considérer dans l'analyse les incertitudes associées à chacune des sources des données et de pondérer les conclusions qu'on peut en tirer par rapport à la propagation des sources d'incertitude à travers la confrontation de ces différentes sources de données. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Mais encore une fois, la communauté des historiens du climat, c'est vraiment organisé, c'est une jeune génération qui publie maintenant plein d'articles super intéressants, qui applique des critères hyper exigeants maintenant, et aussi collaboratifs. Une des faiblesses dans les premières heures, c'est que c'était assez fragmenté. Déjà, les historiens du climat étaient rejetés par les historiens dits classiques, qui voyaient ça un peu de manière d'un mauvais œil, pour de bonnes raisons, sans doute. Hein. Et ça a poussé justement ces historiens du climat à mettre en place tout un corpus et créer une nouvelle discipline qui est en plein développement et qui est très critique envers elle-même et qui s'appuie vraiment sur une analyse multisource pour contextualiser les données historiques. Donc ça peut être des données textuelles, mais ça peut être aussi des archives. Là, j'ai montré des données picturales. J'ai montré les peintures des artistes, je ne me souviens plus de son nom, Bruegel. Mais ça, c'est l'historien de l'art qui interprète ces données. Et on échange avec eux. Enfin, donc c'est vraiment de la multidisciplinarité. Je travaille à la centrale de l'Amérique, vraiment en Patagonie, avec les chercheurs, des climatologues aussi. Et par exemple, là-bas, la petite edad de glacée, non, comment dire, Petit âge glaciaire. Merci. Et pour eux, ça n'existe. C'est un concept trop démon. Vous voyez, parce qu'ils comparent un peu à partir des sources de là-bas. Et c'est intéressant parce que ces sources là-bas, en fait, on ne les connaît pas ici en Europe. Donc, je pense que c'est intéressant, cette démarche. Oui, permet justement de reconstruire ça, parce qu'on essaye de reconstruire des champs spatiaux à partir de données très, très parcellaires, en mettant de l'information climatique, en mettant du formalisme physique derrière. Effectivement, le petit âge de glace, c'est vraiment un concept de l'hémisphère nord, alors que dans l'océan Pacifique ou dans l'hémisphère sud, c'était sans doute très différent. La variabilité climatique, elle est également associée à des patterns spatiaux d'anomalies de température qui sont très hétérogènes. Donc ce que ça veut dire, c'est que finalement, le petit âge de glace, c'est pas uniforme spatialement, donc ça veut dire que c'est de la variabilité interne. Sans doute beaucoup. Si je peux juste ajouter un petit truc, le roi Aguirre, c'est extraordinaire, parce que c'était vraiment une compilation historique du climat de l'univers. À l'époque, c'était extraordinaire. Ce que Myriam a montré là sur Pages 2K, c'est, toi, tu dis, mais tu parles du globe, tu nous montres le globe, mais à l'époque, jusqu'en 15 ans, le globe, personne n'avait l'idée de ce que c'était vraiment. Ça, c'est très homocentré. Les foraminifères à partir desquels on va déterminer les températures, eux, ils étaient là dans tous les océans du monde. Et donc, quand on prend, ne serait-ce que pour les températures de surface, les reconstructions, on arrive avec ces thermomètres biologiques, on les connaît très bien, sur des échelles de temps très courtes comme celle-là, ils n'ont pas beaucoup varié. Et donc, ça nous donne une vision du monde où, comme tu dis, eh ben, puisque le centre du monde n'est pas la Patagonie, le centre du monde aurait été la Patagonie, peut-être qu'ils n'auraient jamais vu de petit âge glaciaire. Et c'est vraiment très conjoncturel. C'est-à-dire le fait que la science et l'histoire s'est développée essentiellement dans l'hémisphère nord. Et ça donne une vision du climat qui était très belle, mais qui était quand même centrée, quoi. Et la valeur un peu universelle de ce que Myriam a montré, sur 2 cas, c'est qu'avec des proxys répartis dans le monde, dans les océans entiers, on a une vision beaucoup moins recentrée, quoi, je pense. Donc je pense que ce que tu reproches, et tu as raison, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'on dit la même chose, mais avec des mots, toi d'historien et nous de climatologue. Ça résonne sur ta deuxième question, hein, ce que vient de dire Gilles sur l'habitabilité.
Oui, juste comme à nouveau comme historien. Premièrement, pour rappeler qu'Emmanuel Leroy-Ladurie a commencé sa carrière d'historien du climat dans cette université. Il était professeur à Paris 7 à la création, et il était venu pour essayer de travailler avec des gens de sciences. Il était un peu déçu. Mais c'était pas encore le moment. Mais une deuxième chose, vous avez signalé donc ce qui est le dernier article, je crois, de Leroy-Ladurie sur les dates de vendange, le retour qui doit avoir 3 ans, je crois. Et c'est intéressant parce qu'il y a derrière ça, il y a une petite histoire. C'est un très bel article collectif avec plusieurs données locales sur à peu près un siècle, et avec des dates qui ne sont pas seulement des dates de vendange, qui sont des dates liées à la maturation des grains. Donc, et qui pose immédiatement le problème que si c'est du pinot noir, du gamay ou du sauvignon, ça donne pas les mêmes choses. Donc il faut, et immédiatement le biologiste va devoir se poser des problèmes. Et puis il y avait eu une enquête INRA juste avant par les gens du Coréda à Bordeaux, en profitant du fait que dans les châteaux bordelais, on a des archives tout à fait extraordinaires par la précision des dates, et ça montrait quelque chose qui était complètement incohérent par rapport à une quelconque évolution climatique. Et sauf qu'en discutant avec les maîtres de chais de Bordeaux, donc il s'agit des grands châteaux bordelais, une première chose, les maîtres de chais ont dit: à Bordeaux, on fait les vendanges en fonction non pas de la maturité du grain, mais du vin qu'on a envie de faire avec le grain. Donc, on choisit si on le veut sucré, si on le veut pas trop sucré, etc. Et puis 2, à l'occasion, en montrant ces choses-là aux maîtres de chais, on s'est rendu compte que de toute façon, le vin de Bordeaux du classement de 1859 n'était absolument pas le même que maintenant, c'est-à-dire que c'était un clairet, que c'était un vin qui était quasiment un rosé. Donc, on pouvait absolument pas, quand on était dans ce type de contexte où histoire culturelle, histoire de la consommation, histoire du commerce, etc., jouent un rôle absolument majeur, ils rendent l'aspect climatique illisible. Alors que si on joue sur quelque chose de beaucoup plus large, et si on met des vins de consommation courante, à ce moment-là, l'aspect climatique reprend le dessus, parce qu'effectivement, on vendange le plus vite possible pour éviter de perdre de l'argent. Et donc, à ce moment-là, il y a une constante qui permet de dire on est face à du naturel. Ça illustre bien la complexité du travail du climat quand il s'agit d'exploiter ces archives dites humaines par opposition aux archives naturelles qui sont un peu plus quantitatives. C'est qu'il faut vraiment de la multidisciplinarité. Et jusqu'à présent, il y a toute une masse de données qui est sous-exploitée parce que justement les disciplines sont fragmentées. Et qu'à l'inverse, si les gens collaboraient un peu plus, on pourrait tirer beaucoup plus d'informations et de manière intelligente, sans surattribuer tout au climat, mais en tenant compte de la complexité régionale, culturelle, etc., locale, de l'endroit où les archives sont collectées. Là, c'est pour les dates de vendange, mais il se pose aussi la question de l'impact de ces changements climatiques sur les sociétés. Et là, c'est encore un autre débat où on a tendance parfois à vouloir tout attribuer aux extrêmes climatiques ou aux changements climatiques majeurs. C'est le cas pour, par exemple, l'effondrement des civilisations ou les sites archéologiques abandonnés. Tout d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus personne, on se demande ce qui s'est passé. Il y a énormément de publications qui ont eu tendance à tout mettre sur le dos d'un méga événement El Niño pour Caral en Amérique du Sud, qui est l'une des premières civilisations qui s'est effondrée assez rapidement, ou la Révolution française en Europe. Mais c'est intéressant parce que ça montre que le climat est un facteur
Et les archives historiques peuvent nous donner aussi des informations sur comment les sociétés qui ont connu, comme je viens de le dire, des changements climatiques importants. On est en train d'en vivre un super vite, qui est super rapide. C'est un mur qu'on est en train de se prendre. Mais il y a eu des changements climatiques majeurs d'origine naturelle au cours des 4000 dernières années, au travers lesquels les civilisations anciennes ont navigué et ont pu s'adapter. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à comprendre de ces liens climat-société en regardant vers le passé. Oui, Poincaré disait, on fait la science avec des faits comme on fait une maison avec des pierres. Mais un ensemble de faits n'est pas plus de la science qu'un tas de pierres n'est une maison. Autrement dit, la science n'est pas faite de faits, elle est faite d'explications, de théories explicatives. Et je trouve que l'exposé de Gilles était une merveilleuse illustration de ça, quand il accumule, enfin quand il a la séquence des explications de faits qui viennent contredire, etc., etc. Et finalement, voilà, c'est ce qu'on veut, on est des maniaques des théories explicatives. Alors, ça me ramène au premier exposé, et il me semble que quand on vulgarise, même auprès de gens qui connaissent pas bien la science, cette idée-là, elle est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire, quand on montre des corrélations, finalement, quand on a deux variables qui dépendent linéairement avec le temps, on élimine et on a une corrélation parfaite. Bon, ça prouve rien. Parce que pour passer d'une corrélation à une causalité, en fait, ce qu'il faut, c'est une théorie explicative. Il faut une théorie. Et ça, les gens le comprennent très très bien. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Parce que sinon, on oppose un fait à un autre fait, etc. Et puis voilà, la discussion s'enlise et on n'arrive à rien. Il faut une explication, il faut une théorie explicative. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Voilà. C'est difficile parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas extraire, comme vous disiez, directement des données. C'est plutôt, il faut construire quelque chose et après le comparer avec les modèles. Donc il y a un processus. Ça se devine. Feynman disait, une bonne théorie, ça se devine. Oui, voilà. Et puis après, on utilise des solutions. C'est de la devinette. Oui. Ouais, C'est la créativité, donc c'est formidable. Pour aller dans le sens un peu de Marco et de Mathieu, c'est-à-dire que je pense que si c'était simplement, comme tu dis, Jacques, que si on donne des belles données avec une belle théorie, ça suffit, ça se saurait. Parce que le GIEC, en 1990, a donné une belle théorie avec des belles données. Et pourtant, ça ne percole pas. Si les scientifiques, avec les plus beaux raisonnements du monde, les plus belles théories du monde, les plus belles données du monde, étaient capables de changer la donne, ça se saurait. Ça veut dire quoi? Changer la donne, c'est quoi? Changer la donne, c'est faire qu'on va prendre les mesures qu'il faut par rapport au danger. Attends. Non mais c'est tout à fait exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que comment tu passes de ce discours scientifique à la prise de conscience et à l'appréhension des citoyens. Donc c'est là que j'en arrive à ce que Marco dit, c'est-à-dire que moi ce que j'ai observé dans mon labo, c'est que c'est pas le citoyen en bas, c'est les étudiants. Mais quand tu leur donnes un petit modèle et qu'ils commencent à jouer avec, et qu'ils voient que quand on change ça, mais ça a aussi cet effet-là, etc., ça rentre un peu mieux le discours, c'est-à-dire que le fait de pouvoir avoir accès, ça aide. Et la deuxième chose que je veux dire, ça c'est plutôt pour Mathieu, enfin, c'est que sans SHS, ça ne marchera pas. Et donc, il faut aussi que le récit qu'on bâtit, il soit médiatisé par des gens dont c'est le job. Nous, on n'est pas des... Enfin, on peut expliquer bien facilement les choses scientifiques, mais on n'est pas des SHS, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de changer les résultats scientifiques en récit, en projection, au sens imaginaire, qu'il faut pour changer la donne. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que, en fait, la cohérence de ces trois talks, à mon avis, il tient au fait que comment, finalement, ce discours qu'on a, avec toutes ces données, tous ces scénarios, comment faire pour que les gens l'appréhendent. Et l'idée de Marco, si j'ai bien compris, c'est qu'il fallait que les gens, et c'est pas très compliqué, je veux dire c'est très compliqué, puissent utiliser des bases de données. Moi, je sais pas, mais en tout cas, il faut trouver d'autres voies que les voies classiques qu'on utilise depuis 30 ans, puisque elles ne marchent pas, et elles ne marchent pas, c'est de la politique, tu as raison aussi, mais c'est aussi la capacité des gens à comprendre ce qu'on leur dit, parce que, en général, quand tu comprends, ben, t'agis, quoi, quand tu as bien compris. Donc c'est un vrai problème pour moi.
faut des crises aussi. Oui. Ça continue. Ouais, je vais ramener peut-être à... Voilà, c'est le prétexte pour continuer. Parce que j'ai entendu un petit peu, j'ai lu le bouquin de Sylvestruet, donc je comprends bien ce que veut dire Gilles aussi. Parce que oui, je ramène un cas pratique d'archives qui, moi, m'a frappé un petit peu. C'est venu en étant à Rotterdam. Moi, il y a le Erasmusbrug, le pont Erasmus, et quand on se renseigne sur la rivière qui passe dessous, dont moi je croyais naïvement que c'était l'eau du Rhin qui allait tranquillement vers la mer du Nord, ça s'appelle en fait chez eux la Nieuwe Maas, la Nouvelle Meuse. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais le foyer du grand théâtre qui est à côté s'appelle Nouvelle Meuse. Donc, tout ça m'a fait un peu réfléchir sur les deltas. Donc c'est un petit peu ça que je voulais introduire, les deltas, l'endroit, c'est-à-dire quand on essaie d'expliquer des choses un peu compliquées aux gens, moi je trouve que l'analogie de l'eau c'est pas mal, la pluie les gens connaissent, le parapluie, mais après une source, leur expliquer ce qu'est une source, les temporalités, la structure véritable d'une source c'est une chose compliquée, et de la même façon à l'arrivée du fleuve, un delta c'est une chose compliquée, et qui évolue dans le temps. Alors, puis je suis un petit peu sensible, bon, puisqu'on a 3 secondes pour avec un petit paramètre personnel. Mon frangin a été une vingtaine d'années paludier vers Guérande, là-bas, donc il sait à peu près où se sont stockées les nappes de pétrole de l'Erika dans le coin des estuaires qui alimentent ils ont stoppé juste avant, heureusement, mais bon, bref. Donc je me demandais si c'était pas des bonnes archives historiques ou est-ce qu'il n'y avait pas dedans les bonnes échelles, enfin des échelles de temps intéressantes à la fois comme marqueur du climat ou de la météo et tout ce qu'on veut, et enfin du climat surtout, hein, et comme marqueur aussi des pratiques humaines, puisque les deltas, quand on regarde les zones par exemple comme l'Adriatique, ça a été entièrement marqué par les hommes. Je ne sais pas si vous aviez un avis là-dessus, si c'était un endroit qu'il fallait regarder de plus près. Ou si Ça peut être un endroit à regarder de plus près, tout à fait. Et c'est un bon exemple en Europe, parce que vous venez de donner, le changement d'utilisation des sols, parce que pourquoi le delta a bougé, ça peut être multisource, hein, ça peut être d'origine climatique, mais aussi le développement de l'agriculture, la construction de barrages, enfin l'utilisation des sols, qui a commencé à influencer influer le paysage en Europe assez tôt. Hein. À partir de 1600, on commence à raser les forêts. Donc le forçage anthropique a commencé assez tôt en Europe. Mais ça peut être aussi une source d'information sur la variabilité naturelle du climat. Je peux donner un exemple assez récent où une sécheresse assez importante en Chine a dévoilé l'existence de constructions et de ponts qui dataient de plusieurs siècles, dont on n'avait pas l'existence et qu'on n'avait pas de mémoire d'homme. Donc ça indiquait qu'il y a eu un changement, un bouleversement climatique d'origine naturelle qui a complètement redessiné le paysage, qui a profondément impacté les sociétés parce que il y avait des constructions qui se sont retrouvées noyées et assez rapidement parce que tout était resté en place. Donc c'était une méga inondation qui a construit un immense lac. Donc ça veut dire qu'il y a eu des changements climatiques profonds d'une décennie, d'un siècle à l'autre, dont on ne connaît pas encore les mécanismes. Donc oui, regarder le paysage et regarder l'utilisation des sols peut nous donner des informations et on l'exploite. J'ai pas vu les sédiments alluviaux dans J'ai pas fait une liste exhaustive. C'était dans les choses que les gens regardaient. Tout ce qui est enregistrement naturel avec une résolution décennale. Pour revenir à la complexité du monde, un exemple que je connais un petit peu, le delta du Mékong, on peut dire, voilà, le delta du Mékong, c'est un delta qui est menacé par la remontée du niveau marin. La remontée du niveau marin, c'est aujourd'hui, c'est à peu près 3,9 mm par an. Et qu'est-ce qui se passe dans le détroit du Mékong? Il se passe qu'en fait, à force de pomper de l'eau, à force de créer des habitations, les sols sont devenus des gruyères. Et en fait, le vrai problème, c'est que le sol dans le détroit du Mékong s'enfonce à peu près 1 cm par an. Quelques centimètres. Donc beaucoup plus vite que le niveau marin. Et aussi le fait que les gens imaginent souvent, parce que la complexité du monde, c'est que aussi c'est pas un ennoiement, c'est le fait que le niveau monte, la salinification commence à opérer,
Et tout ça, toute cette complexité du changement climatique fait que, par exemple, cette région-là, et ce sera vrai pour d'autres régions, delta du Mékong, qui était le grenier à blé du Vietnam, peut-être qu'au Lille, il y a des bien meilleurs spécialistes du Vietnam que moi, est une région qui se dépeuple. C'est-à-dire que, alors qu'avant, ça drainait toute une population, aujourd'hui, à cause des problèmes de salinification, le passage du riz à la crevette et de la grosse crevette à la petite crevette, ça fait que, plus plein d'autres choses que je ne suis pas compétent, ça fait que, voilà. Et donc, oui, les deltas sont aussi, pour toutes les raisons que Myriam a dit, mais aussi des régions éminemment vulnérables, où vivent énormément de populations. Donc c'est vraiment des zones qui sont à regarder avec extrêmement attention, et toute la complexité qui va avec, parce que, voilà, c'est pas simplement au Mékong, et loin de là, la remontée du niveau marin. Le premier problème, un des problèmes les plus importants, c'est l'enfoncement du sol. Et l'enfoncement du sol, il est lié à l'utilisation qu'on en a fait, à l'eau, tout ça, enfin plein de problèmes. Jakarta aussi. Oui. Une dernière question, je ne sais pas si je l'arrive bien à la formuler, mais il y a des variations naturelles du climat et une variation qui ressemble à un mur extrêmement rapide de l'Anthropocène. Donc, je disais, il y a deux types de variations du climat. Merci José. Donc des variations naturelles et puis une variation forcée par l'homme. Est-ce que, quoi qu'il en soit, la variation initiée par l'homme est tellement rapide, tellement brutale, qu'aucun événement naturel ne pourra modifier ça? Voilà, est-ce que... Modifier, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Là, je vous ai montré une carte entre le petit mot médiéval, l'anomalie de température, entre le petit mot médiéval et le petit âge de glace. Vous voyez qu'il y avait des zones où il faisait chaud, puis des zones où il faisait moins chaud. Si on regarde la tendance des températures globales à l'échelle du globe, les cartes spatiales du réchauffement, le réchauffement il est assez homogène sur la période des 100 dernières années. Donc, il se distingue de la variabilité naturelle de par son homogénéité spatiale. Pour la tendance. Par contre, ça, c'est des scénarios où on regarde des moyennes multimodèles, mais on n'a pas pris en compte dans ces moyennes la modulation possible des signatures régionales par les modes de variabilité interne. Le réchauffement global, il est sans ambiguïté dû aux facteurs anthropiques. Par contre, à l'échelle des 50 prochaines années, l'équilibre entre forçage anthropique et variabilité interne, on ne sait pas trop. C'est quelque chose qui est peu exploré parce qu'on ne connaît pas le spectre et l'ensemble du spectre et des mécanismes de la variabilité naturelle. Donc c'est un sujet d'actualité, de recherche. Ouais, moi je vais avoir une réponse un petit peu différente de Myriam. Si votre idée c'est est-ce qu'il se peut que la variabilité naturelle vienne contrecarrer l'Anthropocène, l'Anthropocène a cette fulgurance telle que des choses comme, par exemple, l'érosion silicatée, si vous attendez des centaines de milliers d'années, le CO2 va naturellement revenir à des valeurs plus basses. Parce que plus chaud, plus de pluie, plus d'érosion silicatée, vous augmentez le puits, donc voilà. Et on n'a pas 10 000 ou 100 000 ans. On a aujourd'hui, à ma connaissance, aucun moyen, sauf l'intelligence collective des hommes, de changer de trajectoire énergétique, de s'en sortir. Il ne faut pas espérer, enfin à mon avis, qu'une rétroaction naturelle nous sorte de la mouise. Non, ouais, c'est clair. Non, pas forcément triste. L'intelligence collective des hommes, ça fait plein de choses. Ça fait que moi, par exemple, je fais de la recherche grâce au logiciel extraordinaire que voilà. Moi, je suis la preuve même que la techno permet de faire des choses. Non, l'intelligence des hommes, c'est pas forcément négatif, non. Collective. C'est sur la circulation, le manque d'explication pour la température au pôle alors à l'époque je ne sais plus trop laquelle là, mais enfin bon, c'était beaucoup plus, les proxys disent que c'est beaucoup plus chaud au pôle que ce que prédisent les modèles de climat. C'est ça que j'ai compris. Et comment est-ce qu'on sait, alors j'ai compris qu'on sait à peu près où passer l'eau,
Seaway, là, il n'y avait pas l'Amérique ou des choses comme ça, enfin, il n'y avait pas l'isthme de Panama. Mais on connaît vraiment la géographie du fond des mers, on connaît les profondeurs marines à ces époques-là, ou comment on a idée des tailles des fosses ou des tailles des réservoirs? C'est une excellente question. D'abord, au mid-Miocène, dont je vous ai parlé il y a 15 millions d'années, à l'Éocène, il y a 50 millions d'années, au Cénomanien, il y a 100 millions d'années, à chaque fois qu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et qu'on regarde les températures reconstruites par les différents indices biologiques marins ou continentaux, les températures sont beaucoup plus chaudes que ce que les modèles prédisent. Et alors, les modèles, qu'est-ce qu'ils prédisent? Ils prédisent des choses, mais comme vous dites, il faut encore qu'ils aient une bonne restitution de plein de choses, y compris de la paléogéographie. Alors, grâce au paléomagnétisme, à ces échelles de temps-là, 50, 100 millions d'années, on sait des choses, on sait pas mal de choses. Et en particulier, on peut restituer les détroits, les ouvertures. Et après, comment font les modèles? C'est de la mécanique des fluides. C'est-à-dire que vous dites à un modèle, voilà ton enveloppe, la forme de tes continents, des montagnes, c'est ça, la forme des bassins, leur superficie, leur profondeur, c'est ça. Là, vous avez vraiment raison, c'est qu'il y a une incertitude assez importante à la fois, parce que c'est très très difficile de restituer l'évolution des chaînes alimentaires. On n'a pas de très bons paléo-indicateurs pour ça, et c'est pareil pour la bathymétrie. C'est-à-dire que tectoniquement, on sait que les fonds marins se forment au dorsal, on fait des choses sur... Mais il y a des incertitudes sur la bathymétrie. Mais c'est des dorsales à moins de 1000 ou moins 4000. Voilà. Et donc, mais il n'empêche, vous avez raison, il y a des incertitudes sur la forme des bassins, sur la hauteur des montagnes, tout ça c'est tout à fait vrai. Plus on s'éloigne dans le temps, plus c'est vrai. Mais il y a quand même une tendance lourde, c'est que pour tous ces climats qui ont des très fortes valeurs de CO2, alors que les gradients thermiques montrés par les données, différents types de données, montrent un gradient assez plat, c'est-à-dire que, c'est pas plat, mais c'est-à-dire que le gradient de température entre l'équateur et les pôles est relativement plus plat que ce que montrent les données qui montrent quand même des pôles et des zones haute latitude beaucoup plus froides que les données. Et ça peut venir de plein de choses, et c'est vraiment un domaine de recherche, et c'est important de le comprendre parce que, voilà, en 2300, on sera à peu près là, et donc si on a mal calculé, qu'on ne sait pas, peut-être que les calottes de glace fondront plus vite, ça a plein d'enjeux à long terme. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt d'aller quand même vers là, malgré les incertitudes, c'est que ça peut mettre le point, montrer du doigt un certain nombre de processus qu'on ne comprend pas ou qu'on a bien pris en compte. Et par exemple, une chose toute bête, c'est que les gens ils se focalisent sur le CO2. Pourquoi? Parce que dans le passé, à partir d'événements indirects, on sait que les bulles de glace, ça permet d'avoir une donnée directe du CO2, du méthane, du N2O, sauf que c'est la peau d'orange de l'histoire de la Terre. Parce que les calottes de glace, peut-être ce sera 1 million d'années. C'est rien. Donc on a des données de CO2 sur 1 million d'années. Puis après, on est capable de reconstituer le CO2 avec des paléo-indicateurs très variés et très indirects. Mais le méthane, on ne sait pas du tout. Or aujourd'hui, vous savez que les gaz à effet de serre principaux, c'est le CO2 et le méthane. Dans un climat plus chaud, il y a aussi beaucoup plus de méthane. Mais ça, personne n'en tient vraiment compte parce que on n'a pas de données. C'est un domaine sur lequel il n'y a pas de paléo-indicateur de méthane. Et donc, la seule voie d'accès, c'est la modélisation. Et c'est très compliqué. Tout ça pour dire qu'il y a effectivement des explications à ça, au fait qu'on a une faible amplification polaire dans tous les climats anciens où il y a beaucoup de CO2. Ça peut être, par exemple, lié au méthane. Ça peut être lié au fait que, c'est un peu ce que vous disiez, la résolution des modèles spatials n'est pas très bonne. Mais enfin, ça, pourquoi ça irait toujours dans le même sens? C'est un peu bizarre. Mais ça peut être ça. Et ça peut être aussi le fait que le mixing ratio des océans, il est quand même assez tuné. Et donc, il y a des choses dans les modèles qui sont quand même tunées. C'est pas grave pour les 100 prochaines années. Et quand vous vous mettez à des millions d'années, ça peut être très différent. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et le seul truc un peu troublant, c'est pourquoi les incertitudes vont toujours, quelles que soient les périodes, dans le même sens, c'est-à-dire la restitution par les modèles d'un monde avec un gradient thermique assez fort, alors que les données ne montrent pas ça. Voilà. Juste une question, mais qui aborde un peu les exercices, ça va être des tipping points, on a effleuré le sujet sans rentrer un peu dedans. Est-ce qu'il y a des tipping points qu'on voit, est-ce qu'on est capable de voir
proxy, etc., dans les archives, des données de tipping points, parce que du coup, c'est la grande inconnue Il y a plein de projets européens qui se montent en ce moment là-dessus, c'est très à la mode, et qui explique un tipping point. C'est un point de bascule, une non-linéarité, donc par opposition à quelque chose de cyclique, c'est une hystérésis. Et voilà. Et effectivement, on peut. Tout l'intérêt, un des gros intérêts de regarder dans le passé, c'est identifier les points de bascule qui peuvent être multiples. Ça peut être dans l'Atlantique Nord, un point de bascule de la circulation océanique de retournement. Voilà, il y a un papier qui est récent qui vient de sortir qui dit voilà, qu'on y est presque. Les climats du passé et les données du passé peuvent nous aider à identifier ces tipping points, ces points de bascule, pour différents compartiments et différentes régions. Après, tu as des tipping points de différentes natures. Tu as des tipping points régionaux, des tipping points temporels, c'est-à-dire à quel moment une bascule va se produire. Puis tu as des tipping points qui sont invisibles. Je peux dire qu'il y en a un qui va inéluctablement se produire. C'est que pour l'instant, dans notre monde, on a toujours connu depuis des centaines d'années, la remontée du niveau marin, elle est juste due, en gros, à la dilatation thermique des océans. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau, quand elle est chauffée, elle prend plus de place. Tu regardes la remontée du niveau marin, tu vois que la première composante, c'est ça, c'est la dilatation thermique des molécules d'eau, point barre. Et pendant tout l'Holocène, c'est ça. Et là, on voit quoi? On voit que les calottes de glace fondent, c'est des gigatonnes de glace qui fondent du Groenland de l'Antarctique. Je crois que de mémoire, c'est 150 et 200 gigatonnes par an, sont en train, et vont devenir subrepticement et facteurs forçants majeurs, elles vont dépasser la dilatation thermique dans la prochaine dizaine d'années, je crois. Donc ça, c'est un truc souterrain que personne ne voit, mais en fait, qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on va changer de régime, on va sortir du gonflement tranquille de l'océan, on va apporter énormément d'eau. Et ça peut générer des points de bascule, comme disait Myriam, extrêmement forts, parce que quand vous amenez de l'eau dans des zones de formation d'eau profonde, vous cassez la machine thermique, et là, ça bascule, et c'est le papier dont elle parlait. Il y a un papier dans Science Advances qui vient de sortir sur la MOC et sur les précurseurs de points de bascule d'un effondrement de la MOC. Mais voilà, vous avez sans doute entendu parler de ça. C'est exactement la même chose que le Gulf Stream. Les gens disent l'effondrement du Gulf Stream. On a beaucoup parlé il y a quelques années sur le fait que nous, en Bretagne, on serait tranquille parce que comme le Gulf Stream va s'effondrer, eh ben, il fera quand même bon en Bretagne alors qu'il fera chaud dans tout le reste du monde. Ça, c'est des faux. Mais oui, il y a beaucoup de recherches sur les points de bascule, c'est un point très important du système. Parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, la remontée des eaux, c'est 50% de glaciers, etc., et 50% de dilatation. Du coup, à l'échelle plus longue, c'est la dilatation va être laissée sur place, malheureusement, c'est pas les glaciers, c'est les calottes de glace. Parce que les glaciers, eux, ils ont une contribution importante, mais malheureusement, si vous regardez sur Google, moi je vois pas, mais vous verrez les glaciers tropicaux à quelle vitesse ils disparaissent. Mais même si tous les glaciers du monde se donnaient la main, les glaciers, et fondaient, ce serait quelques centimètres de niveau marin. Les calottes de glace, c'est 7 mètres pour le Groenland, heureusement ça peut être demain, et 58 mètres pour l'Antarctique. Mais vous pouvez encore acheter une maison à 6 mètres de... par contre, ouais. Oui, j'ai une question liée au gradient de température entre l'équateur et les pôles. Là, il y a une machine thermique qui avec les mouvements convectifs qui transfèrent la chaleur de l'équateur vers les pôles. Alors, on sait maintenant que ça se réchauffe plus aux hautes latitudes qu'aux basses, donc la machine thermique devient moins efficace, en un certain sens. Alors, maintenant, il y a des mouvements qui sont perpendiculaires à ça, c'est-à-dire qui sont matérialisés, par exemple, par les jet streams, qui fluctuent. C'est, je crois, les ondes de Rossby ou quelque chose comme ça. Et on a le sentiment que maintenant, ce qu'on observe, c'est une amplification de ces fluctuations, avec des grosses bulles qui descendent, et puis des remontées du Sahara, etc. Et comme si ça fluctuait plus. Est-ce qu'il y a une corrélation possible entre justement cet écart de température qui diminue? Donc ce mouvement-là est moins fort et que donc les instabilités dans la direction perpendiculaire pourraient être plus importantes. Est-ce que c'est une idée qui a un sens ou pas? Bonne question. Alors,
l'impact du réchauffement global, comme vous l'avez dit, va en premier lieu changer les gradients équateur-pôle avec l'amplification polaire. Donc on a un affaiblissement du gradient équateur-pôle et donc la circulation méridienne dans l'atmosphère, de la cellule de Hadley, va être affectée et d'ailleurs elle s'affaiblit et elle s'étale. Ça c'est pour la conservation d'une quantité de mouvement. Si elle se ralentit, elle est obligée de s'étaler. Et des circulations zonales vont être... donc zonales, c'est la position des jets et l'activité baroclinique qui va se produire au niveau des moyennes latitudes, au niveau des gradients forts de température, est également affectée. Par contre, il faut faire la distinction entre deux notions. C'est la réponse dynamique au réchauffement global et la réponse thermodynamique. La réponse dynamique, elle va être contrôlée par les gradients, effectivement, équateur-pôle, la baroclinicité en surface. Enfin, c'est vraiment de la dynamique, c'est la circulation, l'intensité de la circulation. Il y a aussi là les aspects thermodynamiques, dans la mesure où on est dans une atmosphère plus chaude, donc avec une capacité, donc elle est dilatée, et une capacité à emmagasiner de la vapeur d'eau plus importante. Du coup, les événements extrêmes qui se produisent dans une atmosphère beaucoup plus chaude va avoir par des conséquences beaucoup plus importantes. Un événement El Niño, une anomalie dans le Pacifique Ouest, il y a 1000 ans, il induisait des précipitations très fortes dans le Pacifique central, des changements de la circulation atmosphérique, des ondes de Rossby, comme vous l'avez dit. Et dans une atmosphère beaucoup plus chaude, les conséquences d'un phénomène El Niño vont être lui-même phénomène El Niño, en termes d'amplitude, vont être beaucoup plus importantes. Par pure thermodynamique, une atmosphère plus chaude, elle est aussi beaucoup plus humide. Une perturbation va conduire à des événements extrêmes beaucoup plus forts. Donc ces événements extrêmes, qu'ils soient d'origine thermodynamique ou dynamique, vont se multiplier dans un cadre où on a des gradients équateur-pôle altérés et une atmosphère beaucoup plus chaude. Moi, j'avais en fait une autre question sur le tipping point, plutôt technique en fait, mais au niveau de définition. Est-ce que ce sont des définitions plutôt empiriques? On peut faire un autre séminaire là-dessus. Basé sur les modèles? Alors, il y a plusieurs définitions. Je peux peut-être en donner une qui ne sera pas satisfaisante pour tout le monde, mais qui a moyen d'être explicite. Un tipping point, c'est un changement climatique qui se produit de manière beaucoup plus rapide que le forçage qui est censé l'avoir produit. Par exemple, un réchauffement global, c'est quelque chose qui se fait de manière lente et linéaire, et ce réchauffement global peut conduire à une réponse non linéaire, beaucoup plus rapide que le changement de l'acteur forçant associé. Je pense que l'interprétation, c'est qu'il y a plusieurs états stables. Et après, une notion de si je bouge avec un force... non, il peut y avoir... oui, il y a une métastable. Voilà, il y a une métastable, parce que il y a la notion de rapidité, oui, de vitesse de changement, ça ne bascule, comme son nom l'indique, et de stabilité. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup plus d'énergie pour repasser à l'état pré-perturbé, voire plusieurs milliers d'années pour repasser à l'état perturbé. Mais dans les modèles, on voit qu'il y a ces états métastables, oui, et on peut valider les états... Et ben justement, la physique, il faut la valider, la compréhension, déjà les résultats du modèle, comme je l'ai dit, ils sont calibrés sur 50 ans d'observation. Donc, voilà. Donc oui, on peut les valider parce qu'il y a eu des non-linéarités dans le passé, plein d'exemples. En période glaciaire, on a le phénomène dit Dansgaard-Røsger, où on a le climat glaciaire est extrêmement instable. On a des oscillations avec des écarts de température de 10 degrés qui se produisent en quelques décennies, qui font intervenir des couplages océan-atmosphère-cryosphère. Là, on fait les calates, elles deviennent une composante active du système climatique. C'est pas trop le cas aujourd'hui. C'est en train de le devenir, c'est ce que disait Gilles. Et là, on a tout un tas d'exemples de non-linéarité très rapides de tipping point, même durant l'Holocène, avec les oscillations séculaires, avec des réponses assez rapides qu'on ne sait pas expliquer. Mais ça peut être des non-linéarités purement internes, liées au chaos. J'ai un collègue qui s'appelle Didier Paillard, qui a beaucoup travaillé avec des modèles plus simplifiés pour expliquer justement ces transitions dont tu parles entre deux états stables.
la partie métastable, les hystérésis et tout ça. Et ça, c'est une chose. Et effectivement, ça, c'est un point de bascule. Et ce point de bascule peut être, dans le temps, relativement irréversible pendant des siècles, quoi. Tu passes vraiment sur une autre configuration et le moteur repart, mais il fonctionne différemment. Et puis, il y a le fait, c'est un peu une confusion souvent chez les gens, puis tu as aussi le fait de ce qu'on appelle une non-linéarité, c'est-à-dire une rétroaction positive ou négative extrêmement rapide. Par exemple, tu chauffes la planète, tu fais fondre le pergélisol, le pergélisol contient beaucoup de carbone, tu as une rétroaction positive, c'est-à-dire qu'il a dégazé tout à coup du CO2, ça c'est une rétroaction positive très rapide. Et donc c'est aussi une non-linéarité. Mais c'est un peu deux choses différentes. La bascule entre deux mondes, gouvernés par deux dynamiques différentes, et une rétroaction positive, toujours dans le même système, qui va peut-être te faire basculer. Et les gens confondent un peu les deux. C'est vrai que c'est compliqué cette histoire de point de bascule, parce que Myriam essaie de le définir bien, c'est-à-dire de manière à essayer de brasser le maximum de choses, mais voilà, il y a quand même deux idées un peu différentes. Il y a plusieurs définitions. Ouais. En écologie, il y a les cornerstones species qui sont adaptés à la complexité des choses. On dit qu'il y a quelques espèces qui jouent des rôles clés, plus que les autres, et donc dans le climat, on peut imaginer aussi que c'est, vu la multiplicité des paramètres. En écologie, il y a beaucoup de possibilités de mesure. Dans le monde vivant, il y a beaucoup plus de marqueurs, peut-être précurseurs. Qui était, je sais pas, parce que là c'est vrai que nous, on est tous, enfin, je ne sais pas Marco trop, mais enfin Marco certainement moins que Myriam et moi, mais nous on est vraiment des physiciens, c'est-à-dire que pour nous un point de bascule, c'est un point de bascule physique. Et la biodiversité et l'irréversibilité de l'effondrement, c'est déjà un énorme point de bascule. Il est 5 heures, je pense qu'on peut arrêter là. Et remercier encore nos intervenants.